mon vieux. Il faut finir maintenant, bien sûr. C'est tout ce que vous avez fait de magnifique jusqu'à présent. Bien, mon général, seulement je voulais préserver les blessés. Oui, c'est bien. Alors faites-le au mieux, on laisse embrouiller l'affaire d'elle-même, les réalités. Ce que vous avez fait est trop beau pour qu'on fasse ça. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux, bien sûr. Bien, mon général. Allô, oui. Vous êtes gentil de voir ma femme. Oui, mon vieux. Merci. Au revoir, mon vieux. Cette conversation est un document d'histoire que nous devons à la courtoisie de notre confrère Yves Desjacques. Le général de Castres annonce à son supérieur, le général Conny, la fin de Dien Bien Phu. C'était il y a 10 ans, le 7 mai 1954. Et 10 ans plus tard, la souffrance et les combats de Dien Bien Phu sont déjà entrés dans l'histoire. Les hommes de Dien Bien Phu sont entrés dans l'histoire par le biais de la polémique. Quant à nous, grâce aux témoins, grâce à des documents inédits, nous n'allons pas entrer dans la polémique à notre tour, nous allons seulement, en journaliste, essayer de vous faire comprendre, 10 ans après, ce qui a été la fin de Dien Bien Phu. Michel Leblanc. Il est presque 6 heures du soir, le 7 mai 1954, c'est la fin de Dien Bien Phu. Un homme détruit ses films, c'est le caméraman Schendorfer. Il casse sa caméra comme d'autres leurs armes, il voit l'ennemi arriver, l'ennemi le faire prisonnier, autour de lui, chacun subit le même sort. Après 56 jours de combat, Dien Bien Phu tombe. Vers 6 heures, les Viettes qui avaient l'intention de lancer une offensive ont envoyé leurs premiers éclaireurs, qui sont tombés sur les blocos qui ne leur répondaient pas. Ils ont balancé quelques grenades, et comme ils voyaient que personne ne leur répondait, ils ont continué à avancer. Ils ont déferlé littéralement sur le camp, et chaque Viette levait à chaque trou, en hurlant, levait les prisonniers et les faisait sortir. Et quand ils sont arrivés sur notre trou, il y en avait un qui était sur le toit, il y en avait 2 de chaque côté de la tranchée qui ouvre la porte. Ils nous ont crié de sortir. Le Vietnamien est sorti le premier, et derrière il y avait l'Anglais et Bijard. Et je sais que Bijard et l'Anglais ont refusé de lever les mains. Le Viet Minh, en français et en vietnamien, leur disait de lever les mains, et ils ont refusé. Enfin, ils ont continué à avancer comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, après 56 jours de lutte au cours desquels les Viettes ont encerclé les positions fortifiées. Durant près de 2 mois, ils tinrent bon, contre-attaquant, survivant, se cachant, menant par instants une véritable et démentielle vie de taupe. Les Viettes s'acharnèrent, ils firent peu à peu tomber toutes ces jeunes filles des postes avancés. Ce fut Béatrice, Gabrielle, Isabelle, Dominique, et puis la fin. Le 1er mai, lorsque la conférence de Genève s'ouvrit, Dien Bien Phu tenait toujours. La situation était mauvaise, mais des hommes, chaque nuit, comme si de rien n'était, ont sauté sur la cuvette, ont sauté sur le feu, sur la boue, sur la guerre. Quand on est au-dessus de la cuvette, d'abord on était très haut, on tournait à 3000 mètres au moins, on ne voyait pas grand-chose, sinon un cercle de flammes parce que toutes les collines alentour brûlaient. Puis au top, on plonge. L'avion descend en toute gomme, et à ce moment-là, on voit les traceuses qui montent vers l'appareil, qui se croisent, on voit les éclatements au sol, et puis ma foi, on se sent presque plus à l'aise et délivré quand on saute que de rester dans l'avion, parce qu'on se dit, il va en prendre une. Et vous étiez optimiste quand vous avez sauté ? Non seulement quand on a sauté, mais jusqu'au dernier jour. Ils étaient optimistes, mais dans l'après-midi du 6 mai, le harcèlement s'intensifia. À la tombée de la nuit, c'est l'assaut général sur toutes les positions, plus que 50, plus que 40, plus que 20, plus d'obus, plus de grenades, plus de munitions. Il fait nuit, mais on y voit comme en plein jour, un Dakota tourne dans le ciel de Dien Bien Phu et lance jusqu'à l'aube les lucioles, ces bombes qui éclairent la bataille. Ils étaient optimistes, ceux qui étaient à Dien Bien Phu entre novembre 53 et le 7 mai 1954. En novembre, ils sont arrivés. En mars et avril, ils ont été plus sérieusement attaqués par 2 fois. Dien Bien Phu a failli tomber, mais son cœur a résisté jusque dans la nuit du 6 au 7 mai. Dans la brousse, les officiers, les hommes de troupe apprennent la nouvelle, eux qui n'étaient pas avec De Castres, l'Anglais, Bijard, avec les paras, les fantassins, les légionnaires, avec les hommes de Dien Bien Phu. À cette époque-là, j'étais au Moyen-Laos, j'étais lieutenant au GM1, groupement mobile numéro 1, et en compagnie du GM2, nous avions fait une colonne qui devait nous amener dans la région du col de Mujia. Cette période de Dien Bien Phu elle-même a été pour nous assez calme, les plus gros pépins étaient terminés. Nous avions à peu près périodiquement le bulletin et les nouvelles de Dien Bien Phu qui étaient écoutées par tout le monde. Lorsque nous avons appris que Dien Bien Phu était tombé,
Nous le pensions malheureusement depuis quelque temps, mais malgré tout, ça nous a fait l'effet d'une chose à laquelle nous ne pouvions pas croire. 7 mai 1954, Dien Bien Phu, pour qui des hommes ont lutté près de 2 mois. Dien Bien Phu tombe aux mains de l'ennemi. Les petits jaunes déferlent, ce sont les Viettes qui arrivent, qui font sortir officiers, sous-officiers, hommes de troupe. Toute résistance va cesser. Le bruit de la bataille de Dien Bien Phu qui résonne encore aux oreilles des hommes, le bruit des combats fait place au silence des morts, à celui de ceux qui les pleurent. À Hanoï, à la citadelle, le général Conny rentre en communication avec le général De Castres qui, quelques jours avant, avait reçu ses étoiles du ciel, parachutées par un Dakota de l'aviation. C'est l'ultime conversation que notre confrère Yves Desjacques, en reportage à l'époque en Indochine, a recueillie à Hanoï. Allô? Allô? Je vous passe le général Conny. Oui, mon général, au revoir, mon Au général. revoir, mon vieux. Tous mes vœux vous accompagnent, hein, c'est très bien. Allô, Cas. Il faut finir maintenant, bien sûr. Ah, bien, mon général, seulement je voulais préserver les blessés. Oui, c'est bien. Alors faites ça au mieux, on laisse embrouiller l'affaire d'elle-même, les réalités. Vous comprenez, mon vieux? Bien, mon général. Allez, au revoir, mon vieux. Bien sûr. Tout avait commencé le 20 novembre 1953. Les paras sautent sur la cuvette, ils sont près de 3000, durement accueillis par les Viettes qui sont au sol. L'emplacement de cette cuvette avait été choisi pour la plus grande opération de la guerre d'Indochine. Desjacques décrit la position. L'occupation de Dien Bien Phu, vallée de 16 km de long sur 9 de large, située à l'intersection de voies se dirigeant d'une part vers la Haichau et d'autre part vers le nord et le moyen Laos. Dien Bien Phu, en y parachutant des bataillons, en y mettant de l'artillerie, en y groupant des éléments mobiles susceptibles d'en sortir et de faire des opérations de poursuite et de nettoyage, barrait pratiquement l'accès du Laos au corps de bataille Viet Minh. Très vite, les hommes sont assiégés très vite, les combats sont terribles. Très vite, les renforts doivent constamment sauter sur Dien Bien Phu, plonger sur cette immense cuvette aux formes étranges, futur cimetière d'hommes et de souvenirs. On aurait dit, à l'approche de Dien Bien Phu, qu'une énorme poulpe avait été pétrifiée et les tentacules descendaient vers cette cuvette. Et ce sont justement ces tentacules, c'est-à-dire ces lignes de crête, qui donnait l'impression d'enserrer cette vallée et qui la menaçait presque naturellement. L'ensemble du dispositif étant plutôt sur la face est, au pied des collines qui devaient s'illustrer plus tard. Et maintenant, Michel Leblanc, c'est à vous. Les lignes de crête, cette cuvette, ces collines, c'est cela, Dien Bien Phu. C'est cela, le 7 mai 1954. C'est Castres, Bijard, Geneviève de Galard, c'est l'Anglais, les paras, le génie, les artilleurs et tous les autres. C'est Giap, le général ennemi. C'est aussi la première attaque du 13 mars. Attaque violente, atroce, meurtrière, au cours de laquelle il y a 1300 tués, et tant de blessés que déjà les médecins sont débordés. J'étais médecin à Dien Bien Phu, je suis le médecin commandant Grovin, cette attaque est terrible. Tout le monde était prêt, mais évidemment, personne n'avait prévu une telle violence dans l'attaque de Viet et une telle casse chez nous. De toute la chaîne, il n'y a plus qu'Eliane 1, qui avait été reprise à 5 heures. Eliane 1, comme ses sœurs Isabelle, Dominique, Anne-Marie, sont les noms donnés au poste avancé. Fin mars, on n'atterrissait plus de jour, et fin avril, on n'atterrissait plus du tout. Le 30 mars, c'est le deuxième coup de force porté par l'ennemi, cela dure 6 jours jusqu'au 5 avril. Le caméraman Schoendorfer est là, il tourne sans cesse, mais ses films, il ne les verra jamais. Lorsque la nuit tombe, l'artillerie ennemie pilonne le camp. Toute la nuit, cette concentration d'artillerie a continué. Eliane 1 est tombé assez rapidement. Et le 5e BPBN, le bataillon de parachutistes vietnamiens, a essayé 7 fois de le reconquérir dans la nuit. Je les entendais qui poussaient des hurlements pour essayer de monter à l'assaut, et qui redescendaient, et ça recommençait, ils remontaient, ils redescendaient, ils remontaient. Et la 7e fois, je pense que c'est leur officier a commencé à chanter la Marseillaise, ils ont tous suivi en chantant la Marseillaise. Et alors c'était surprenant parce que ils ne savaient pas les paroles, ils prononçaient quelques mots à la vietnamienne, le son était aussi légèrement différent, mais enfin on reconnaissait quand même la Marseillaise, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Puis on a commencé à monter sur la crête, on s'est fait tirer dessus, on n'a pas pu passer, et à ce moment-là il y a un chasseur de la rue Naval qui est venu et qui a véritablement posé sa bombe comme un œuf à 40 mètres de nous, mais dans un léger dévers, si bien qu'on n'a pas été bousillé par son explosion. Il y avait une fumée, de la poussière, des blocs de terre qui ont dégringolé sur la figure, et à ce moment-là il y a un type formidable, un sergent, qui s'est relevé, et profitant de cette espèce d'état de peur et
Il a poussé les hurlements en avant, et alors ça c'était formidable, tout le monde s'est levé, et tout le monde a passé. Des blessés, des morts, comme chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, l'ennemi est trop supérieur. Ils sont plus de 100 000 contre une poignée, et les Viettes réalisent de véritables tours de force pour acheminer le matériel, les vivres et les munitions dont ils ont besoin ces 6 et 7 mai pour devenir vainqueurs. Ce jour du 6 mai, les combattants sont épuisés, ils sont à bout de vivres, à bout de munitions, à bout de force. Jusqu'à la fin, on leur parachute ce dont ils ont besoin, mais certains envois vont directement chez l'ennemi. On ne saute plus sur le dropping zone, sur le terrain, mais directement dans le camp. Pour être à côté de ceux qui se battent pour les aider, des volontaires sans entraînement sautent de nuit. Ils seront 700, pour qui Dien Bien Phu sera le seul saut de leur vie. Quand on est au-dessus de la cuvette, on était très haut, on tournait à 3000 mètres au moins. On ne voyait pas grand-chose, sinon un cercle de flammes parce que toutes les collines alentour brûlaient. Au top, on plonge. L'avion descend en toute gomme et à ce moment-là, on voit les traceuses qui montent vers l'appareil, qui se croisent, on voit les éclatements au sol et puis ma foi, on se sent presque plus à l'aise et délivré quand on saute que de rester dans l'avion parce qu'on se dit il va en prendre une. La fin est proche, mais Dien Bien Phu résiste. Les jaunes s'acharnent sur les positions fortifiées par les blancs. Sans cesse, ils font tirer leurs canons. Les obus éclatent la nuit sur ceux qui depuis bien longtemps ne dorment déjà plus. Les obus détruisent tout, le matériel, les hommes, le moral. Ces obus, acheminés par l'ennemi à bicyclette et par une route faite à la main. Les yeux bridés se rapprochent, les Viettes regardent la nuit la pelle et la pioche qui dans les tranchées sans cesse fouillent le sol pour atteindre les assiégés. Ils sont tout près, si près qu'il faut réagir. Le sergent-chef d'Hercourt, qui était un de mes chefs de section, un jour a contre-attaqué sur un fortin viette qui se montait à une vingtaine de mètres de nous. Je le vois encore partir avec sa section, débouchant comme pour une attaque classique de la guerre de 14, musette aux côtés, pleine de grenades, un homme ou deux chargé d'explosifs pour aller faire sauter le fortin. Je le vois encore après debout sur ce fortin, balançant des grenades à tour de bras, et les légionnaires sur Eliane 1 et Eliane 4 applaudissant, et je les entendais applaudir tellement l'action était belle. Les Viettes là étaient tout près. On les voyait à la lueur des lucioles quelquefois et de l'éclatement de nos mortiers. Les blessés sont de plus en plus nombreux. Le cercle autour des survivants diminue. On attaque, on contre-attaque, le cœur de l'immense bête qu'est la cuvette de Dien Bien Phu bat toujours, mais ses membres, ses tentacules, ses griffes ne réagissent presque plus. Il faut faire durer, il faut faire survivre. Dans sa casemate, le médecin commandant Grovin opère. Geneviève de Galard, qui n'a jamais pu repartir avec son avion, s'occupe des blessés. Pendant le bombardement d'artillerie des Viet Minh, je devais protéger les blessés qui arrivaient chez moi à tout prix. Je devais les protéger des obus qui explosaient sur mes abris et dans mes tranchées. Donc je devais entasser mes blessés là où je pouvais, pourvu qu'ils aient un toit qui les protège des projectiles et des éclats. Si bien que tous ces pauvres types, j'ai dû les mettre dans ma salle de radio, dans ma salle de réanimation, et dans ma salle d'opération, si bien qu'au bout de quelques heures, j'étais entièrement paralysé, je ne pouvais pas opérer, je ne pouvais pas travailler, c'était absolument impossible. Et quand un abri de plusieurs tonnes s'écroule, n'est-ce pas, sur les occupants, les membres sont littéralement broyés, et il n'est pas question de chercher à accommoder une artère ou de rafistoler un membre. Les jeunes chirurgiens qui s'appellent Gindré et qui s'appellent Vidal et puis Hans ont fait des sutures d'artère, ce qui est extraordinaire. Et à ce sujet, mes camarades civils m'ont demandé des précisions quand je suis rentré. Et ces sutures d'artère fémorales, par exemple, ont très bien tenu. Quand nous pouvions le faire, naturellement, nous le faisions. Quand ils pouvaient le faire, ils le faisaient. Mais c'est déjà trop tard, l'ennemi est trop proche. Le Viet Minh, en 50 jours, aura creusé 400 kilomètres de boyaux dans la terre molle des rizières, tissant autour de cette cuvette une véritable toile d'araignée. Au centre, c'est la même terre. Depuis fin mars, il faut se battre contre un nouvel ennemi, la pluie et par contre-coup la boue, alors qu'on vit sous terre pour se protéger des bombardements. Les hommes appellent cela le métro, on descend à Opéra, aux Champs-Élysées, et lorsque l'on va chez le général, on s'arrête à Étoile. Sous cette terre où ils sont obligés de survivre et où beaucoup sont morts. La terre était tellement meuble que les tranchées s'écroulaient. J'ai vu mes hommes trouver 3 couches de cadavres successifs, parachutistes, légionnaires et viettes étaient absolument mélangés, et c'était effroyable. Et d'ailleurs, il régnait sur Eliane 1 une puanteur inimaginable.